Donc on vient de voir donc en principe que pour la partie accès aux bases de données, donc c'est une partie qui est très importante. Donc et du coup dans une application Java, d'abord pour utiliser les bases de données relationnelles, la base c'est d'utiliser l'API JDBC. Donc en principe l'API JDBC, donc on a rappelé un petit peu le fonctionnement. Et après nous avons dit que donc en principe dans une application, vous avez besoin de faire le mapping objet relationnel en utilisant un framework. Et pour utiliser un framework comme Hibernate, donc en principe, il y a une spécification GPA, une API GPA donc, qui a été créée pour ça et qui permet à une application donc, de faire le mapping objet relationnel. C'est quoi GPA? C'est une API qui permet de standardiser donc, tout ce qui est le mapping objet relationnel. Et Hibernate, c'est quoi? C'est l'une des implémentations de GPA. C'est-à-dire Hibernate n'est pas la seule implémentation, on peut utiliser TopLink, ClipsLink, c'est des implémentations de GPA. Et bien sûr, donc, avec Entity, plutôt, si vous travaillez avec GPA, donc vous avez des interfaces à utiliser, comme Entity Manager Factory, Entity Manager, Entity Transaction. Donc ça, c'est des interfaces que je vous ai montrées en quelque sorte dans le cours précédent, pour voir un petit peu comment utiliser donc, GPA. Et après, je disais donc il y a une autre façon qui est beaucoup plus simple pour travailler également le mapping objet relationnel, mais en se basant cette fois-ci sur Spring Data. Alors Spring Data, donc c'est un module de Spring qui va lui-même utiliser donc GPA, ok, qui est pour faciliter à l'extrême. Déclaration à l'extrême, c'est-à-dire faciliter à l'extrême le mapping objet relationnel. Alors, bien sûr, Spring Data, il a été créé de façon à accéder aux données qui peuvent être relationnelles ou non. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, si vous travaillez avec une base de données relationnelle, ben, on va utiliser un module de Spring Data qui s'appelle Spring Data GPA. Donc, Spring Data GPA, c'est un module qui permet de faciliter le mapping objet relationnel, d'accord, basé sur GPA. Mais supposons vous utilisez une base de données de type MongoDB ou bien Cassandra. Alors ça, c'est des bases de données non SQL. Alors avec les bases de données non SQL, est-ce qu'on utilise l'API JDBC? Faites attention, non. L'API JDBC, il a été créé que pour les bases de données relationnelles. Donc, si vous n'utilisez pas en fait, une base de données relationnelle, ben, ça veut dire que GPA ne sert à rien. Donc, GPA, il a été fait pour le mapping objet relationnel. Donc, si vous utilisez une base de données orientée document, par exemple, ben, sachez que Spring Data, lui, il offre un module générique également pour les bases de données, pour une base de données MongoDB, ou bien un module générique de mapping objet document pour une base de données Cassandra, et pour celui de GPA. Donc, ce qui fait que l'utilisation de Spring Data, c'est très intéressant. Même si vous voulez changer le type de SGBD, en passant d'un SGBD relationnel vers un autre SGBD, n'est-ce pas? Donc, Spring Data, il vous donne à peu près des interfaces génériques que vous pouvez utiliser pour gérer les données de l'application. Alors, en fait, maintenant, dans la démonstration que je vais vous montrer, donc je vais vous montrer juste comment on va travailler, c'est-à-dire les activités pratiques qui viendront, comment on va utiliser donc Spring Data. Alors, pour utiliser donc Spring Data, ben, je vais... alors, si vous travaillez donc avec IntelliJ, la version Ultimate, vous pouvez créer un projet Spring Initializer. Alors, on va utiliser dorénavant Spring Boot. Alors, Spring Boot, c'est une version de Spring qui a été créée principalement, c'est pour créer ce qu'on appelle les applications microservices. C'est une version de Spring qui permet de faire, qui se base sur ce qu'on appelle l'autoconfiguration. Alors, l'idée principale avec Spring Boot, c'est de ne pas créer beaucoup de fichiers de configuration XML de configuration dans l'application, et que Spring Boot, il vous offre une façon un peu plus simple pour configurer un projet. Alors c'est pour cela donc si vous utilisez donc Spring Initializer,
Alors, si vous avez une connexion Internet, donc on va créer par exemple un projet que je vais appeler par exemple GPA par exemple activité pratique, AP. Alors en fait, un projet Spring, donc dorénavant, tous les projets que vous allez créer, c'est des projets qui sont basés sur Spring Boot. Donc on va créer des projets Spring Boot, Spring Initializer. Et on va créer un projet GPA, que je vais appeler GPA AP. Alors, un projet Spring Boot, donc vous avez le langage à utiliser, donc par défaut c'est Java. Mais vous pouvez utiliser les langages Kotlin. Vous pouvez également utiliser Groovy. Mais il faut savoir que Kotlin, Groovy, c'est des langages qui sont basés sur Java. D'accord? Alors ici, donc, c'est Java. Et un projet Spring, c'est un projet par défaut qui est Maven. Mais au lieu de Maven, vous pouvez utiliser Gradle. Alors ça, c'est... Et après, groupe ID, donc je vais utiliser par exemple ma.inset. Artifact ID, je garde le nom du projet. Ici, donc, je vais utiliser Java 8 pour mon cas. Et l'application qu'on va créer, donc vous voyez, donc, dans une application Maven, donc soit le package par défaut c'est jar, ou bien WAR. Jar, ça veut dire Java Archive. WAR, ça veut dire Web Archive. Jar, en fait, WAR, c'est un peu, on va le passer. Pour créer des applications web, il fallait créer un fichier, plutôt il fallait créer une archive de type Web Archive. Mais depuis longtemps, avec Spring Boot, vous n'avez plus besoin d'utiliser des WAR. Parce qu'en fait, les Web Archives, c'est des applications web qu'il faut déployer dans un serveur d'application. Par exemple, si vous avez un WAR, il vous faut un serveur Tomcat dans lequel vous allez déployer l'application. Mais si vous utilisez une application jar, bon, ça suppose que c'est votre application qui va démarrer automatiquement Tomcat. C'est-à-dire qu'il va démarrer un serveur d'application. Donc ça veut dire que d'une manière générale, bon, ça on y reviendra, vous avez, parce qu'on n'a pas encore fait la partie web, on est bien d'accord. Donc pour le moment, vous allez travailler avec des jars. Donc des jars, c'est comme ça qu'on va travailler. Next. Et après, il y a un certain nombre de dépendances que vous allez choisir. Donc les dépendances, maintenant Maven, pour ne pas aller vers le fichier .xml, etc., choisir et après chercher les dépendances. Donc avec un projet Spring, vous pouvez cocher directement les dépendances ici. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser comme dépendance? Donc j'ai besoin d'utiliser Spring Data GPA. Alors regardez bien, quand vous cochez Spring Data GPA, donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'API GPA, vous avez Hibernate par défaut, et vous avez Spring Data. Donc toutes les librairies de ça, ils sont déjà inclus. Alors ensuite, si vous utilisez Spring Data GPA, vous avez besoin d'utiliser un système de gestion de base de données. Alors ici, donc, je vais utiliser H2 Database pour le moment. Alors H2 Database, c'est un SGBD in memory. Ben, sinon, vous pouvez par exemple chercher le pilote MySQL Driver ou bien etc. etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut ajouter dans le fichier POM XML. Ben, H2 Database. Du moment qu'on va créer une application web, donc on va par la suite à chaque fois utiliser Spring Web. Mais ça, c'est la partie Spring Web qu'on va faire, c'est les prochains cours, c'est Spring MVC. Mais c'est une dépendance qu'on va toujours avoir dans nos projets. Et après, donc, vous avez d'autres dépendances que vous pouvez ajouter, comme par exemple Lombok. Alors en fait, Lombok, c'est une dépendance qui va vous épargner de générer les getters et setters. Lombok, il vous donne un certain nombre d'annotations qui remplace les getters et setters. Bon, ça c'est très pratique, on va utiliser. Là c'est tout. Ok, finish. On va créer un projet. Alors donc ça c'est en fait, c'est quoi ça? C'est un projet Spring. Bon, c'est un projet Spring. C'est bon? Parfait. Alors, ici, donc, j'ai créé un projet. En fait, un projet Spring Boot. Donc, c'est un projet Maven. Donc, vous voyez, donc, il y a le fichier POM XML. Et dans POM XML, vous allez trouver, en fait, déjà, il faut juste toujours regarder la version que vous utilisez ici. Donc, il est basé sur Spring Boot. La version que j'utilise là, c'est la version 2.6.4. Voilà. Et après, il y a les dépendances. Vous voyez, donc, les dépendances, il y a Spring Data GPA. La partie web,
H2 Database et Lombok. C'est-à-dire, c'est les dépendances que nous avons cochées. Alors ici, donc, vous voyez ici, donc, si vous regardez les librairies, ben, vous allez trouver en fait tous les jars. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de fichiers .jar dans votre projet. Parce que dans tous ces librairies-là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a Spring, il y a JPA, il y a Hibernate, Spring Data, les modules, tout ce qui est nécessaire pour que votre application puisse fonctionner. Donc ça veut dire que ici, donc, ça va vous permettre d'aller plus vite, n'est-ce pas? Quand vous créez un projet Spring Boot, donc vous avez les dépendances qu'il faut pour travailler. Alors ça, c'est la première des choses. Deuxième, c'est qu'en fait, dans un projet Spring, c'est quoi? Un projet Spring, c'est une application Java, regardez bien. Alors, un projet Spring Boot, c'est une application Java. Il utilise la notation Spring Boot Application, et dans laquelle vous avez Spring Application.run. Vous voyez, donc le premier qui va démarrer, c'est quoi? C'est Spring. Donc, quand vous démarrez cette application, vous démarrez le conteneur Spring. Dans l'activité pratique de la dernière fois, nous avons vu que pour démarrer Spring, on utilise new class path XML application context, ou bien vous utilisez la classe annotation context. Et bien, c'est la même chose ici. Alors ici, donc, quand vous utilisez Spring Application Run, automatiquement, il va démarrer le conteneur de Spring. Alors ça, c'est notre application. Et après, dans une application Spring, vous avez un fichier de configuration. Vous n'aurez plus besoin de créer des fichiers XML de configuration, notamment persistence.xml pour JPA et tout ça. Alors, toute la configuration, on va la faire dans un seul fichier qui s'appelle application.properties. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, supposons, je veux créer une application qui permet de gérer, par exemple, des patients. Alors, je suis dans le package de l'application, MA Inset GPA, à l'intérieur duquel je vais créer un sous-package que je vais appeler Entities. Vous voyez bien, il faut toujours essayer toujours d'être à l'intérieur du package de l'application. Okay? Et après, je vais créer un package Entities et je vais commencer à créer une classe. Supposons que je crée une classe qui permet de gérer des patients. Et après, un patient est défini par son ID, par son nom, par sa date de naissance, par un attribut de type booléen qui indique si le patient est malade ou pas. Et je vais ajouter un autre attribut qui s'appelle score. Donc, c'est juste quelques attributs de patient. Donc, j'essaie d'utiliser des types des données différents. Alors maintenant, pour que ça soit une entité GPA, alors pour ce genre de classe, donc d'abord, ça doit être, il vous faut les getters et setters. Alors pour les getters et setters, du moment qu'on travaille avec Lombok, on va utiliser que la notation data. Donc la notation data, c'est automatiquement, Lombok, il va ajouter les getters et setters. Ok? Alors d'ailleurs, si vous regardez bien, il y a une fenêtre ici qui s'appelle Structure, qui vous donne la structure d'une classe. Alors regardez si je supprime la notation de data. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans le bytecode. Vous voyez qu'il y a les attributs. Alors si j'ajoute la notation data, vous voyez donc qu'il ajoute automatiquement les getters et setters. Alors si vous voulez un constructeur sans paramètres, on va utiliser noarg constructor. Et si vous voulez un constructeur avec tous les paramètres, vous utilisez allarg constructor. Alors ici donc c'est maintenant dorénavant tout ça c'est des choses c'est-à-dire les getters et setters, tout ça se cache derrière ça. Attention donc en fait pour travailler avec Lombok, si vous travaillez avec IntelliJ, il faut s'assurer que vous avez un plugin qui est installé, normalement si vous travaillez avec la version Ultimate, vous trouverez qu'il est déjà installé, mais sinon il faut vérifier s'il est bien installé. Alors généralement les plugins ici, alors vous cherchez Lombok,
Alors, ceux qui sont déjà installés, vous voyez donc Lombok, il est déjà installé. C'est un plugin. C'est-à-dire quoi? Si ce plugin est installé dans votre environnement Eclipse, ça veut dire qu'à chaque fois que vous compilez, à chaque fois que vous enregistrez le fichier, il y a le compilateur Java, il va compiler avec Lombok. C'est-à-dire que Lombok, il va toujours visiter le code et il va ajouter les getters et setters. Mais par contre, si par exemple ce plugin n'est pas installé dans votre environnement, même si vous ajoutez la notation data, il ne va pas générer les getters et setters. Donc, c'est-à-dire pour s'assurer que vraiment Lombok fonctionne, le seul moyen pour vous, c'est de regarder la structure. D'accord? Donc, si normalement le plugin est installé, pas de problème. Alors, si vous travaillez avec Eclipse, il y a une façon d'installer également le plugin Lombok. Donc, dans la documentation, alors vous pouvez juste voir. Alors, si vous tapez Lombok Project, vous allez voir la documentation de Lombok. Alors, vous allez trouver ici, d'ailleurs, il vous montre comment installer ça pour Eclipse. Vous voyez, Lombok, c'est ça. Donc, vous allez, pour les gens qui travaillent avec Eclipse, donc ils peuvent voir un petit peu la procédure, comment configurer, comment ajouter le plugin Lombok pour Eclipse. Bon, il y a une démarche ici, là, vous allez trouver les annotations, les différentes annotations de Lombok, etc. Mais ça n'a rien à voir avec Spring. On est bien d'accord. Donc ça, c'est juste tout simplement Lombok. Bien. Alors, s'il vous plaît, maintenant vous voulez que ce soit une entité GPA. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter comme annotation? Entity. Et vous voyez donc quand vous mettez entity, il vous dit bon, une entité doit avoir un ID. Donc il faut utiliser l'annotation ID. Et là, je vais utiliser generated value. Stratégie, et je vais utiliser la valeur identity. Donc, qu'est-ce que je viens de créer? Je viens de créer une entité GPA. Très bien. Alors maintenant, si vous voulez gérer les entités GPA, c'est-à-dire vous voulez créer une application qui permet d'ajouter, supprimer, chercher des patients, etc., etc. Donc nous avons dit que si vous voulez travailler avec Entity Manager GPA, donc il faudrait créer beaucoup de méthodes, n'est-ce pas? Il faut créer des méthodes. Si vous voulez ajouter, vous utilisez entitymanager.persist, entitymanager.createQuery, etc. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors cette fois-ci, je ne vais pas utiliser directement GPA, mais je vais l'utiliser indirectement. Donc vous voyez, donc mon application, il ne va pas utiliser directement GPA. Il va utiliser Spring Data. Alors pour utiliser Spring Data, c'est très simple. Il suffit de créer une interface. Donc on va créer un sous-package à l'intérieur du package de l'application que je vais appeler Repositories. Et dans ce package-là, je vais créer une classe, une interface. Il suffit de créer une interface qui s'appelle, que je vais appeler Patient Repository. Alors, généralement, vous pouvez l'appeler Patient DAO, n'est-ce pas? Alors, cette interface-là, vous héritez d'une interface qui s'appelle GPA Repository. Alors, ça, c'est Spring Data. Alors, Spring Data, ça veut dire que vous héritez d'une interface générique. Et cette interface générique, il faut lui spécifier deux types génériques. Le premier, c'est quelle est l'entité que vous voulez gérer. L'entité, c'est quoi? C'est patient. OK? Le deuxième paramètre générique, c'est le ID. Et donc, l'ID du patient, il est de quel type? Il est de type langue. Vous voyez donc patient, le ID, il est de quel type? Donc, si c'est un string, il faut mettre string. C'est-à-dire qu'en fait, Spring Data, il a besoin de savoir quel est le type de l'identifiant, de l'entité. Et c'est tout.
Donc vous avez terminé le mapping objet relationnel. Alors on va vérifier. C'est-à-dire que vous avez toutes les méthodes classiques, vous les avez. Après on va voir comment ajouter d'autres méthodes. Mais pour vérifier, nous allons d'abord configurer l'unité de persistance. Alors pour cela, on va vers le fichier application.properties. Alors ici donc je vais utiliser une propriété qui s'appelle Spring Data Source URL, dans laquelle, du moment que je travaille avec H2, donc je vais utiliser GDBC de point H2 de point mem c'est memory, mais men, parce que souvent il y en a ceux qui écrivent men et après il y a une exception qui sort à chaque fois et vous cherchez pendant une demi-journée à retrouver. Bon. Même c'est memory, ok. De point le nom de la base de données, je vais créer une base de données qui s'appelle PatientDB, ok. Alors ça c'est pour H2 database, ok. Après on va basculer vers MySQL. Et quand on va changer vers MySQL, on va changer dans le fichier. Bon, c'est la seule propriété qu'on a besoin de configurer pour le moment. Et après, on va démarrer l'application. Alors, si vous démarrez l'application, Java Application, alors vous allez voir, en fait, il y a Spring qui va démarrer. Ouais, Spring Boot qui va démarrer. Alors, Spring Boot, en fait, il va scanner, regardez, il va scanner, c'est très important, il va scanner toutes les classes et les interfaces qui se trouvent à l'intérieur de ce package, le package de base. C'est-à-dire, il va scanner la classe patient, il va scanner la classe patient repository. Donc, c'est la raison pour laquelle les classes que vous créez devraient être à l'intérieur du package de base. N'est-ce pas? Donc, par défaut, Spring ne va scanner que les classes et les interfaces qui se trouvent à l'intérieur du package où se trouve l'application. C'est d'ailleurs, si vous regardez patient, il est dans quel package? C'est MA Insert GPA Entities. Donc, vous voyez, donc il est bien à l'intérieur de ce package. Donc, c'est-à-dire, si vous créez la classe patient en dehors de ce package, vous démarrez, pour lui, c'est comme ça n'existe pas. Et après, si vous voulez la scanner, il va falloir lui ajouter une autre annotation qui pour lui indiquer comme quoi, voilà les packages que tu vas scanner. Mais pour le moment, donc, vous travaillez comme ça. Alors, a priori, tout marche bien. Il n'y a pas de message d'erreur au démarrage. Alors, par défaut, l'application Spring, il démarre Tomcat. Regardez, il utilise un serveur, Tomcat, et qui utilise quel port par défaut? C'est le port 8080, par défaut. C'est-à-dire, vous n'avez pas, avec Spring Boot, vous n'avez pas besoin de chercher un serveur Tomcat à installer, à utiliser. Dès que vous démarrez votre application, il y a Spring qui démarre ce qu'on appelle un Tomcat embarqué. C'est un conteneur web embarqué. Alors, ça, c'est pour l'application web, mais pour le moment, on n'a rien à faire avec Tomcat. Ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser après. Mais si par exemple, le port 8080 est déjà utilisé par une application, il est clair que vous allez voir, votre application ne va pas marcher. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut changer le port dans le fichier application.properties. Vous utilisez la propriété server.port et vous mettez par exemple 8082. Et vous redémarrez. Alors bien sûr, ici je fais restart. Restart, ça veut dire quoi? J'arrête, je redémarre. Mais si je démarre, parce que généralement ça c'est... Alors ici donc vous voyez donc maintenant il utilise le port 8082. Alors il y a une autre propriété qui est importante. Maintenant, j'ai besoin d'une interface web qui me permet de consulter la base de données, voir qu'est-ce qu'il y a dans ma base de données, n'est-ce pas? Alors pour cela, donc, il y a une propriété qui s'appelle H2Console. Alors Spring H2Console enabled, vous mettez true. Alors si vous activez donc H2Console, alors par défaut il est à false. Alors si vous activez H2Console, qu'est-ce que vous avez? Vous avez dans votre application, il va démarrer automatiquement. Si vous tapez localhost 8082 /H2Console, vous allez voir, il y a une interface web
qui va vous permettre de se connecter à une base de données quelconque. Alors pour le moment, la base de données elle est de type H2. Alors voilà ici donc c'est le URL GDBC H2 MEM. Comment on avait appelé la base de données? Patient DB. Ça c'est le nom de la base de données. Après username password, donc par défaut il utilise SA avec un mot de passe qui est vide. Alors ici c'est mal écrit. Patient DB, je pense on n'a pas mis de oui sans S, voilà. Alors si vous regardez bien, donc vous allez trouver que par défaut, donc il y a la table patient qui a été générée, n'est-ce pas? Alors la table patient est définie par son ID. Alors par défaut, c'est de type begin. Vous avez la date de naissance de type timestamp par défaut. Malade, le nom, le score. Bon, c'est-à-dire que la table a été créée. Donc c'est-à-dire par défaut, Spring Data, en fait GPA en réalité. Mais en réalité, c'est Hibernate. Parce qu'en fait, quelles sont les couches que vous avez dans votre logiciel? C'est Spring Data, GPA et Hibernate. Donc, qu'est-ce qui va générer normalement la base de données? Ce n'est pas Spring Data. Ce n'est pas GPA, c'est Hibernate. La réalité, parce qu'il y a un framework qui fait le travail, c'est Hibernate. Alors, donc, il a généré la table produit. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais insérer quelques données. D'abord, si vous voulez changer la structure de la table, alors par exemple pour la date de naissance, si vous mettez timestamp, ça n'a pas de sens parce que pour la date de naissance, je n'ai pas besoin de savoir à quelle heure, à quelle minute vous êtes né. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, je peux changer dans la classe patient. Alors il y a une annotation que vous pouvez utiliser dans GPA qui s'appelle temporal. Alors temporal, donc c'est une annotation GPA qui est faite pour les types date. Alors ici donc on va spécifier par exemple est-ce que vous voulez type date, time ou bien timestamp. Alors ici donc je vais utiliser date, c'est-à-dire en fait pour la base de données j'ai besoin de garder que le jour, le mois et l'année, n'est-ce pas? Alors si vous mettez time, c'est-à-dire dans la base de données j'ai besoin de garder que l'heure, minute et seconde. Et si vous mettez, d'ailleurs c'est ce qui est par défaut, timestamp, ça veut dire j'ai besoin de garder les deux, la date et l'heure. Alors ici donc je n'ai pas besoin de tout ça, donc je vais mettre ici date. Autre chose, par exemple le champ, si vous regardez le champ, par exemple le nom, alors le champ par exemple nom, il est de type varchar combien? C'est donc pour pouvoir, c'est-à-dire changer la taille, donc je peux utiliser la notation colonne. Alors le nom, si vous voulez changer le nom de la colonne, si vous voulez appeler la colonne autrement, vous pouvez utiliser name, n'est-ce pas? Alors ici donc je n'ai pas besoin de le changer, par défaut il va prendre le même nom, c'est-à-dire nom. Et je peux ajouter par exemple d'autres, comme length, et là je mets par exemple le nom, par exemple 50. C'est-à-dire que je suppose que au niveau de base de données, le champ nom, il est codé en varchar, combien? 50. Alors ici, évidemment, je n'ai pas besoin de mettre name, parce que moi, j'ai besoin de garder le même nom, l'attribut. Je redémarre, et je regarde à nouveau, actualiser. Alors, on se reconnecte, on regarde la structure. Alors, je voyais bien, donc ici maintenant c'est date. Ici le nom, je vois c'est varchar 50. Alors, ça c'est quelques annotations de base. Alors maintenant, je vais insérer quelques données dans la base de données. Alors, dans la partie application, j'aimerais bien qu'une fois que l'application démarre, c'est-à-dire une fois que Spring démarre complètement, je vais exécuter quelques instructions. Alors, avec Spring Boot, il y a une façon plus simple de faire. C'est la classe de l'application va implémenter une interface qui s'appelle Command Line Runner.
Alors, si vous implémentez cette interface, vous serez obligé de redéfinir, entrée, de redéfinir une méthode qui s'appelle run. Alors, si vous le laissez comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que quand vous démarrez l'application, il y a Spring qui va démarrer, mais une fois qu'il termine le démarrage, il va faire automatiquement appel à la méthode run. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez faire des tests au démarrage de l'application, vous pouvez les mettre à l'intérieur de la méthode run. C'est plus pratique. Bon, généralement, c'est pas pratique de le mettre comme ça. Donc, quoique, je vais vous montrer si vous voulez le faire. C'est-à-dire, vous pouvez écrire votre code ici, si vous voulez. Ici, donc, on voudrait le mettre à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, j'ai besoin de gérer des patients. Alors, pour cela, donc, j'ai besoin de déclarer un attribut de quel... Tout ce que j'ai, c'est l'interface patient repository. Et pour faire l'injection des dépendances, je vais utiliser la notation hotwire. Donc, je demande à Spring, s'il te plaît, cherche-moi une implémentation de cette interface et tu vas l'injecter. Moi, je n'ai pas créé d'implémentation. Donc, Spring, il dispose déjà d'une classe de Spring Data qui va injecter. Donc, vous voyez, donc ici, vous avez créé l'interface, vous n'avez pas créé l'implémentation. Pourquoi? Parce que Spring dispose déjà d'une implémentation générique. Regardez bien l'inversion de contrôle. C'est permettre aux développeurs de se concentrer sur le code métier. Et le framework va s'occuper des codes techniques. Donc, vous voyez donc Spring Data, c'est du code technique. Le mapping objet relationnel, c'est des codes techniques. Donc, il l'a déjà. Donc, ici, il va l'injecter. Pas de problème. Là, si vous faites ça, ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser patient repository.save. Vous voyez donc la méthode save, c'est une méthode que j'ai héritée de GPA repository. Donc, je vais ajouter un patient. Alors, ici, un patient, je vais utiliser le constructeur avec tous les arguments. Le ID, je vais mettre null parce qu'il est auto increment. Le nom, Hassan. L'autre paramètre, c'est la date de naissance. La date de naissance, je vais mettre new date, il vient de naître. Quoi d'autre? Malade, c'est false. Et après, il y a le score. Bon, j'ai mis juste le score, une valeur quelconque comme ça. Je vais mettre par exemple 50, 56. OK? Alors, je crée donc un nouveau patient. Je vais créer un deuxième patient. Un troisième. Mohamed. Alors, je vais mettre pro. Iman. Alors ici, donc, si j'exécute l'application, donc en principe, au démarrage, il va m'exécuter ces deux instructions. C'est comme si je lui demande, je voudrais insérer, je voudrais ajouter. Alors ici, donc, il n'y a rien, on ne voit rien, parce qu'en fait, on ne lui a pas demandé d'afficher quelque chose. Mais si on regarde normalement dans la base de données, là, patient. Alors, je vois bien que les données sont bien insérées dans la table patient. Alors, si vous regardez bien honnêtement, parce que là, je suis en train de vous expliquer. Mais après, vous allez voir que pour arriver là, en 5 minutes, 10 minutes, vous avez plus de chances déjà que la partie, c'est bon. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a fait en fait pour en arriver là? Regardez le code que vous avez écrit finalement. Le code, c'est que vous avez créé que la classe patient et vous avez créé cette interface. Donc, vous pouvez dire que vous avez terminé le mapping objet relationnel. Je voudrais par exemple afficher la liste des patients. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je vais utiliser donc c'est patient repository.find all. Alors, find all, donc il vous retourne la liste des produits. Alors, si vous voulez, ici donc c'est patient. Et après, donc vous faites for each, patient.for each, par exemple, pour chaque patient P. Alors ici, donc j'utilise
expression lambda. Pour chaque patient P, qu'est-ce que je vais afficher? Ben, je vais afficher les informations sur P. Par exemple, .get get ID, p.getNom, p.getScore, p.get date de naissance, etc. Je vais afficher tous les attributs. p.get, voilà, c'est pas get malade, mais is. Ce qu'on fait, c'est un booléen, donc l'invoque pour lui, un getter, c'est pas get, c'est is. Is malade. En même temps, je vais créer un séparateur. Alors, je redémarre mon application et je regarde. Voilà. Alors, et donc, ici, donc, je vois bien la liste des patients qui sont là. Okay. Alors, si vous voulez chercher un patient sachant son ID, je vais créer ici un séparateur. Donc, vous utilisez patient égale à quoi? C'est patient repository, toujours, point find by ID. Et vous donnez l'identifiant. Alors, par exemple, l'identifiant 1. Alors, comme j'ai utilisé donc l'ID de type long, d'accord? L'ID est de type long avec L majuscule, donc je mets la constante avec un L. C'est-à-dire, soit que vous mettez un L comme ça, ou bien vous mettez new long de 1. N'est-ce pas? Alors, c'est la même chose. Alors, sauf que ici, donc, quand vous mettez find by ID, qu'est-ce qu'il vous retourne? Il vous retourne ce qu'on appelle un objet de type optional. Alors, si vous mettez get, il va vous retourner patient. Et si vous mettez par exemple or else null, c'est-à-dire quoi? Si vous lui dites cherche-moi ce patient, s'il n'existe pas, tu me retournes null. Et donc ici, donc patient, donc soit qu'il est nul, soit il contient le patient. Donc vous pouvez faire soit ça, encore vous pouvez faire or true, c'est-à-dire s'il n'existe pas, tu génères une exception. Et dans ce cas-là, vous créez ici une fonction et vous mettez directement new runtime exception. Et vous mettez ici, par exemple, patient not found. Vous pouvez faire ça. Et pour le moment, encore, vous êtes tout simplement get. Mais faites attention quand vous utilisez get. C'est-à-dire, s'il existe, il va le retourner. S'il n'existe pas, il va vous générer une exception que vous n'avez pas traitée. C'est-à-dire, je préfère donc que vous fassiez quelque chose comme or else, par exemple, null, ou bien or true, etc. Alors, si vous faites ça, donc, comme ça, vous pouvez faire if patient est différent de null. Alors, s'il est différent de null, donc vous affichez les informations sur le patient P. Patient.get non, par exemple. Et patient.get is malade. Alors ici, donc je vois bien, donc c'est Hassan force. Pas de problème. Donc ça, c'est le patient dont ID égale à 1. Alors quoi d'autre? Donc un patient que je récupère, je voudrais mettre à jour. Par exemple. Alors une fois que je récupère ce patient, P, je vais dire patient.set, set par exemple score égale 870. Et après, je voudrais le modifier. Et après, donc, je vais utiliser encore patient repository.save patient. Donc, vous voyez, donc cette fois-ci, quand vous faites save patient, parce que là, vous êtes en train d'utiliser un patient qui existe déjà, n'est-ce pas? Donc, il ne va pas faire insert, il va faire
update. Donc save, il fait insert context. Si le ID égale à nul. Donc si vous lui donnez un objet dont ID égale à nul, il fait insert. Mais si vous lui donnez un objet dont ID a une valeur, donc il va faire update. Alors ici, donc ça c'est une opération de mise à jour. Alors pour voir si ça a été mis à jour, donc vous pouvez regarder dans la base de données. Donc en principe, le patient, vous voyez ici, donc le score il est à 870. Et après, donc je veux supprimer un patient, le patient numéro 1, donc je vais utiliser patient repository.delete. Il existe plusieurs ways delete by ID. Alors quel patient que je veux supprimer, c'est je veux supprimer le patient dont ID égale à 1. Alors ici, donc, en principe, à la fin, si vous regardez la base de données, vous devrez voir qu'il n'y en aura que deux patients. Et donc, le premier, il a été supprimé. Donc, vous avez des opérations, quelques opérations de base. Save, find all, vous avez delete by ID, etc. Mais parfois, regardez, il y a une problématique qu'on rencontre généralement dans les bases de données. Supposons vous avez inséré 50 patients. OK? Alors ici, donc, je vais faire une boucle for i égale à 0 jusqu'à 50, jusqu'à 100. Alors, je vais insérer donc des patients. Alors, pour le score, donc, je vais mettre math.random. Multiplié par 1000, que je vais convertir en int. Il faut mettre les parenthèses. Ici. Le nom, je vais choisir donc un nom aléatoire, etc. L'essentiel, c'est que je veux mettre dans l'application beaucoup de données. Alors ici, donc ici, vous allez trouver en fait que le nombre de patients qui vont être créés, il y en aura beaucoup. Il y en aura une centaine, moins 1. Parce qu'en fait, à la fin, on supprime le premier. Alors, vous voyez, donc ça, c'est les données. OK? Alors maintenant, quand vous avez des centaines, des milliers d'enregistrements, des find all, ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? On a besoin de faire la pagination. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, retrouver des patients, on ne va pas utiliser, donc on ne va pas faire find all. Parce que quand vous faites find all et vous avez 1 million d'enregistrements, c'est grave. C'est que vous allez prendre même la base de données 1 million d'enregistrements et vous allez les charger dans la mémoire de votre application. Vous allez vous allez vraiment avoir un problème de performance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a la pagination. Donc, avec Spring Data, on peut faire la pagination facilement. Alors, comment? Alors, ici, donc, je ne veux pas... Regardez, donc, je ne veux pas afficher tous ces enregistrements, mais je vais lui demander, par exemple, de me retourner que la première page. Alors, dans ce cas-là, la méthode findAll, ici, vous pouvez utiliser la méthode findAll et vous lui passez un objet de type newPageRequest. Et quand vous mettez new page, plutôt pas page request, on va utiliser page request of. Et vous lui spécifiez le numéro de la page que vous voulez, 0. Et le nombre d'enregistrements, par exemple 5. OK? Alors, sauf que cette fois-ci, il ne va pas vous retourner une liste, mais il va vous retourner un objet de type page.
patient. Ça veut dire que ici, qu'est-ce que je viens de lui demander? Je viens de lui demander, donne-moi les 5 patients, les premiers 5 patients. Ça, c'est la page 0. Si je veux les 5 prochains, c'est quelle page? 1, 2, 3. Donc ça, c'est de la pagination, n'est-ce pas? Alors, si j'exécute, normalement, je vais avoir que le patient de 1 jusqu'à combien? Jusqu'à 5. Alors, on peut voir ici donc l'affichage. Vous voyez donc qu'il m'affiche ici le patient 1, 2, 3, 4 et 5. OK? Alors, si vous voulez la page suivante, là, vous lui dites, je veux la page 1. OK? La page 2, etc. Donc, il va vous donner du patient numéro 6 jusqu'à 10, voilà. Ou la 11. 10. Donc, 6, 7, 8, 9 et 10. Tout à fait. Voilà. Alors, ici, donc, en principe, quand vous retournez, en fait, l'objet page, un objet de type page, qu'est-ce qu'il retourne? Alors, vous avez des informations sur page. Qu'est-ce qu'il vous donne? Si vous mettez, en fait, patient, parce qu'en fait, ça c'est patient, point get total pages. Avec la méthode get total pages, qu'est-ce qu'il vous retourne? Le nombre total de pages. Alors, ici, donc, total pages égale à combien? Égale à ça. System.out.print, vous pouvez afficher également patient.get total elements. OK? Également, vous pouvez afficher dans la page get number. C'est-à-dire le numéro de la page. Ça, c'est total elements. Donc, vous voyez, donc, une page il contient également get content. Et si vous appelez get content, qu'est-ce qu'il vous retourne? Il vous retourne une liste de patients. C'est le contenu. Vous voyez, donc, le contenu, c'est le... Donc, finalement, quand on parcourt ici, qu'est-ce qu'on parcourt en réalité? C'est content. Donc, c'est-à-dire, vous allez vers le contenu de la page, c'est-à-dire, c'est quoi content? Content, c'est la liste des patients de cette page. Donc, je vois content for each et j'ai les données de la page. Ici, donc, vous allez avoir des informations qui sont très utiles pour la pagination. Donc, vous voyez donc ici, total pages, c'est combien? C'est bien. Il vous a retourné une page, mais il a fait le calcul, il vous dit que, il vous donne la page, mais il vous dit également que vous avez combien de pages? 20. Alors c'est très utile, parce que vous savez, dans l'application web, quand je vous donne 5 patients, et je vous dis il y a 20 pages. Donc dans votre application, vous allez afficher donc les liens, la page 1, 2, 3, et que l'utilisateur il peut choisir quelle page qu'il veut. Comme ça se fait avec Google, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, si vous regardez par exemple, vous faites une recherche sur Google, alors quand vous faites une recherche sur Google, vous cherchez par exemple Java. Alors, qu'est-ce qu'il vous retourne? Combien d'articles? Il ne va pas vous retourner tous les articles. Il vous retourne que 10, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, une dizaine. C'est-à-dire qu'il vous retourne qu'une page. Et après, il vous affiche ça. Vous voyez donc la page qu'il vous a retournée maintenant, c'est la page 1. Et après, si vous voulez la page 2, encore vous lui demandez, donne-moi la page numéro 2. Et après, vous lui demandez, donne-moi la page numéro 3. La suite. Alors, c'est quoi ça? C'est
C'est la pagination. D'accord? Alors ça, bien sûr, on va voir comment on va l'exploiter dans la partie web. Parce qu'après, dans la partie web, quand vous faites une recherche, il ne faut jamais faire quelque chose select étoile from. Avec select étoile from, quand est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait uniquement quand on est sûr que le nombre d'enregistrements n'est pas très important. Généralement, on ne sait pas. Parce que dans la base de données, au fil des années, on peut avoir énormément d'enregistrements. Donc ça veut dire que la pagination, c'est quelque chose qui est très très important. Donc Spring Data, il dispose de ces éléments-là qui permettent de vous faciliter le travail. Vous voyez, donc ici, c'est le numéro de la page, c'est la page 1. Total Elements, c'est-à-dire le total du nombre des enregistrements. C'est comme ça qu'il calcule le nombre de pages. C'est quoi? C'est Total Elements, c'est 100 divisé par Size. Size. Size, c'est 5. Alors si vous lui dites 10, c'est-à-dire donne-moi dans chaque page, tu me donnes 10 enregistrements. Alors dans ce cas-là, il me donne 10 enregistrements, mais en même temps, il va me dire que le nombre de pages, normalement, ça doit être combien? Alors, logiquement, c'est un petit calcul, etc. Alors ça, c'est Spring Data. Quelques méthodes de base. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Alors maintenant, regardez l'interface. Alors vous avez des méthodes de base, mais le problème c'est que moi j'ai encore besoin d'ajouter d'autres méthodes. J'ai besoin, par exemple, je voudrais chercher afficher que les patients qui sont malades. N'est-ce pas? Alors, Spring Data, il ne va pas vous donner cette méthode. C'est à vous de la créer. Avec Spring Data, si vous voulez créer cette méthode-là, ben, il suffit d'aller vers l'interface et de la déclarer. Donc, vous n'avez pas besoin de l'implémenter. On va créer une méthode, on va déclarer une méthode, on va lui dire je veux un patient, je veux la liste des patients, je veux une liste de patients. Et la manière de nommer la méthode est très importante. Vous allez l'appeler find by. Alors si vous lui dites find minuscule. Find minuscule, ça veut dire quoi? Find, ça veut dire select from. Donc ça, il le fait automatiquement. Si vous avez une méthode à l'intérieur d'une interface Spring Data qui commence par find, ça veut dire que pour lui c'est select. Select from quoi? From patient. By, avec B majuscule, ça veut dire where. Et après, avec IntelliJ, c'est plus simple, vous faites sortir, vous voyez, donc vous voulez chercher par rapport à quoi? Il sait très bien qu'il est dans la classe patient. By date naissance, by date naissance after, before. Vous avez des critères. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, by malade. Et après, vous pouvez spécifier, par exemple, un attribut booléen. Par exemple, malade. Alors, vous venez de créer une méthode. Vous lui donnez un booléen soit true ou bien false. Et qu'est-ce qu'il va vous retourner? Il va faire select étoile from patient where quoi? L'attribut malade égale à quoi? Égale à ce paramètre. Donc, vous n'avez pas besoin d'implémenter cette méthode. Vous voyez donc la magie de ce qu'on appelle de la généricité. Donc, Spring, il a défini des méthodes génériques. Et après, il faut passer à la suite. C'est comme s'il vous dit Spring, ne perdez pas votre temps ici. Il faut passer à l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est le code métier. N'est-ce pas? Et tout ça, c'est du mapping objet relationnel. Et on peut vérifier dans l'application. Alors, pour vérifier dans l'application, alors ici, donc, je ne vais pas retourner, je ne vais pas faire ça. Je laisse la pagination. Alors, pour ne pas reprendre le code, donc ici, je vais encore récupérer, je vais utiliser patient repository, point. J'appelle la méthode find by malade, par exemple, true. Et après, il va me retourner ici quoi? Une liste de patients. Alors, cette liste, je l'ai appelée by malade. Et qu'est-ce que je vais parcourir ici? Donc, j'ai une liste.
Alors logiquement, si tout marche bien, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher que les patients qui sont malades. Alors vous voyez ici, il n'y a personne qui est malade. C'est normal, n'est-ce pas? Parce que tous les patients que nous créons dans la base de données, ils sont fausses. Ok? Alors ici, donc, ce que je vais faire, je vais faire un peu un random, n'est-ce pas? Je vais faire mat.random. Alors si, vous savez, mat.random, c'est un nombre qui est entre 0 et 1. Je vais lui dire, s'il est supérieur à 0,5, point d'interrogation, true, 2 points, false. Alors, oui, donc aléatoire. C'est 50%, n'est-ce pas? C'est à peu près la probabilité, 50% que ça peut être true ou bien. Alors, et c'est dans ce cas-là, dans ma base de données, je vais avoir des personnes malades et des personnes non malades. Et ce que j'affiche là, alors j'affiche toutes les personnes qui sont malades. Il y a beaucoup d'enregistrements, oui, parce que je n'ai pas fait la pagination. Voilà. Malade, malade. Le 3, le 5. Et donc le 4, il n'est pas malade. Le 6, le 7, le 8, 9, 10. Voilà. Même 10 tel 15. Et bref. Donc si vous regardez votre base de données, vous allez trouver effectivement c'est ce qu'il y a dans votre base de données. Vous voyez donc true, false, mais c'est clair? Maintenant, même ça, si vous avez des milliers de personnes malades, bon, c'est beaucoup, on va faire la pagination. Alors, comment faire la pagination dans une méthode que vous avez créée? Alors, c'est très simple. On va créer une méthode dans l'interface, toujours. Alors, je vais, par exemple, faire cette méthode-là, je vais la dupliquer. Je vais créer une autre personne by malade, mais paginable. Et ici, donc, au lieu de retourner une liste, exactement. Alors, vous utilisez, faites attention, page, parce que page de quoi? De Spring Data. Mais quand vous utilisez une méthode page, il faut lui transmettre un paramètre. Et ce paramètre, il est de type pageable. C'est une interface pageable de Spring Data. Donc, illico, donc ici, vous avez finalement deux méthodes. N'est-ce pas? Find by malade, vous lui donnez que le malade, vous ne l'a pas, n'est-ce pas? Et notre méthode find by malade, mais vous lui donnez quoi? Vous lui donnez est-ce qu'il est malade ou pas, et vous lui donnez quel numéro de page et le size, n'est-ce pas? Alors, donc, si vous voulez l'utiliser, ici dans l'application, alors il y a quelque chose qui cloche, qui m'a signalé. Alors ici, donc, je vais lui donner, donne-moi les personnes malades, virgule, le deuxième paramètre. Ouais, donc le deuxième paramètre, cette fois-ci, c'est pageable. Donc, je vais utiliser page request, comme tout à l'heure, parce que page request, c'est une classe qui implémente l'interface pageable. Donc, dans Spring Data, si vous voulez faire la pagination, il suffit d'ajouter un paramètre de type pageable. Donc, je vais utiliser off, par exemple, la page numéro 0, et le nombre d'enregistrements, par exemple, c'est 4. Alors, bien sûr, il ne va pas vous retourner liste, il va vous retourner une page. Et cette page-là, soit que vous mettez get content for each, mais si vous mettez for each également pour la page elle-même, ça marche. Parce que l'objet page, il est ce qu'on appelle, c'est un objet itérable. C'est-à-dire, on peut le parcourir. Il est itérable. Alors, vous réexécutez l'application.
Alors, vous voyez donc qu'il m'a retourné donc, les personnes malades. Il y a Hassan. Bon, tout ça, c'est Hassan. J'ai la personne numéro 2. True. La personne numéro 4. 8. 10. Et c'est tout. Parce que j'ai demandé combien dans la page? 4. Oui. Alors justement, on va utiliser d'autres critères. Je vais vous montrer ça. Alors, donc ça c'est pour le... Vous voyez donc par malade. Et après, vous pouvez faire des choses un peu plus complexes. Par exemple, vous voulez les personnes dont la date de naissance est supérieure à telle et dont le score est inférieur, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez composer. Vous pouvez mettre par exemple liste de patients. Et vous mettez find by. Vous voyez donc IntelliJ, c'est ça l'intérêt. Avec Eclipse, vous n'aurez pas de l'intelligence comme ça. C'est à vous de taper. Donc il faut faire attention parce que ici, donc, quand je mets by, je dois taper le nom d'un attribut qui se trouve dans la classe. Alors ici, donc, je vais faire by malade and score. Score quoi? Je ne veux pas égal, inférieur. Alors pour inférieur, c'est less than. Is less than. Is like. Not like. C'est de la folie. Et vous avez tout, vraiment, vous avez Spring Data, il a défini tous les opérateurs qu'il faut. Alors ici, donc, less than. Quoi? Alors ici, il y a combien de paramètres que vous allez donner maintenant? 2 paramètres. Le premier, il est de quel type? Booléen. Donc ça, c'est malade. Et le deuxième, c'est quoi? C'est le score. Donc, c'est-à-dire, donne-moi tous les patients qui sont soit malades ou pas, mais dont le score est inférieur. Est inférieur à. Ça marche. Alors, et vous pouvez donc faire des choses plus complexes. Alors, vous pouvez dire par exemple, find by malade is true and score less than. Et dans ce cas-là, ici, combien de paramètres que vous avez besoin? C'est-à-dire, vous lui dites, je veux les personnes qui sont malades et dont le score est supérieur. Alors, vous voulez par exemple liste des personnes, des patients. Find by date de naissance between deux dates. D1 donc je voudrais les personnes dont la date de naissance est comprise entre quoi? Entre D1 et D2. C'est bon? Et vous pouvez combiner and malade is or no like et c'est combien de paramètres? String MC, c'est-à-dire dans le nom contient MC, soit qu'il contient MC ou bien les personnes dont. Mais regardez, quand vous travaillez comme ça, regardez, vous allez avoir des méthodes qui sont trop grandes. Alors, si vous ne voulez pas faire ça, il y a une autre solution. La solution, c'est d'utiliser liste, patient. Alors maintenant, la méthode, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Chercher, patient.
Et vous avez ici combien de paramètres? D1, D2. Et le deuxième paramètre, c'est quoi? String, le nom. OK? Mais Spring Data, il ne va pas comprendre ça. D'ailleurs, au démarrage, il va vous dire cette méthode-là, je ne l'accepte pas. Si vous voulez qu'il l'accepte, il faudrait lui ajouter ici la notation query. Et là, vous écrivez la requête HQL. Alors là, si vous avez des choses complexes, vous pouvez les régler comme ça. On va écrire select P from patient P where P point quoi date de naissance between D1. D1, c'est vous mettez le paramètre X, de point X, and between X and de point Y. D'accord? Or P point non like de point le paramètre Z. Alors maintenant, il faut indiquer que D1, ça représente quoi? X. Comment on va lui dire ça? On va utiliser la notation param X. Et ça, c'est quel param? Y. Et ça, c'est quel param? Z. Donc, vous avez deux façons de travailler. Soit vous utilisez find by. D'accord? Et le deuxième, vous créez une méthode, n'importe, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous lui attribuez un objet de type, plutôt la notation query. Et dans laquelle vous mettez la requête. OK? Alors par exemple, ici vous voulez une méthode dont le nom contient un mot-clé et dont le score est supérieur à une valeur. Int score min. Alors dans ce cas-là, quelle est la requête que vous allez écrire? Where, ça c'est quoi? Le nom, like, le paramètre c'est quoi? C'est X, and P point score inférieur de point Y. Et après, vous dites ça c'est X et l'autre c'est Y. OK? Oui, ça c'est Y. De toute façon, s'il y a des méthodes que vous avez mal écrites au démarrage, parce que Spring, il compile, s'il y a quelque chose qui sont mal écrites, il vous dit cette méthode n'est pas, Spring Data n'a pas accepté cette méthode. Et après, donc, vous pouvez tester. Vous pouvez tester ce que vous voulez. Donc, ici, j'ai la liste ici. Donc ici, donc j'ai une liste de patients, patient list égale patient repository point chercher patient. Dans le nom contient, alors maintenant, parce que là, vous mettez pourcentage par exemple H. Pourcentage H, pourcentage. Ça veut dire, dans le nom, voilà, quels que soient les caractères avant, quels que soient les caractères après. Et le score, par exemple, 40.
Bah, il se trouve parce qu'en fait, il n'y a que des Hassan dans les noms. Donc, il va trouver. Mais si vous avez des noms qui sont différents, donc il va chercher par. Donc, ça, c'est de la recherche, n'est-ce pas? Alors, en principe, voilà, c'est bien d'avoir des exceptions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a mal écrit. Là, il vous dit quoi? Between A, found, pas date de naissance. Alors, il dit que between, on a mal écrit. Alors, on a fait quelque chose, between quelque chose. Vous voyez, il y a A, Z, n'est-ce pas? Oui? Or, il y a un O en plus. Quoi d'autre? Date. Date. Il ne va pas l'accepter. Bon, c'est juste pour vous dire, en fait, quand vous avez une méthode qui est mal écrite au démarrage, il va vous dire que cette méthode n'a pas été acceptée par Spring Data. Alors ici, donc, tout passe bien. Donc, je vois bien que D Hassan est dans le score est inférieur à... Et c'est supérieur ou inférieur? Inférieur, n'est-ce pas? Ah, le ID, d'accord. Le score, on ne l'a même pas affiché, je pense. Ouais. Alors, dans l'application, on n'a pas affiché le... Si, on l'a affiché. Donc, le score, voilà. Alors, regardez bien. Je n'ai le score, c'est 19. Ici, c'est combien? 44. Et moi, qu'est-ce que j'ai donné comme paramètre? Inférieur à 40. Donc, c'est pas normal. Alors, dans la requête, il faut voir la requête. Donc, p.score inférieur y. C'est pas y. Alors, ici, y. Y, c'est score min. X, ça c'est like. Donc, int p.score, le score il est inférieur à y. Alors, le paramètre y, c'est ça. Alors, dans le fichier Application Properties, donc vous savez, il y a un certain nombre de propriétés que vous pouvez ajouter par la suite. Et d'ailleurs, c'est l'occasion maintenant de basculer vers MySQL. Il y a une propriété qui s'appelle ShowSQL. La propriété ShowSQL, si vous mettez true, ça veut dire que vous demandez au moment de l'exécution de montrer les requêtes SQL qui sont exécutées. C'est pour loguer les requêtes SQL dans la console. Vous voyez donc ici, si vous regardez ici, vous allez trouver select, n'est-ce pas? Avec show SQL, c'est comme si vous lui dites montre-moi les requêtes SQL. Alors si vous regardez maintenant la requête SQL, là vous avez, ça c'est count. Vous avez donc tout ce qu'on a fait tout à l'heure, insert, insert, insert. Donc il vous dit qu'il fait de insert. Après insert, qu'est-ce qu'on fait? Là, la dernière, c'est pas la dernière, c'est celle-là. Select, select, select. Where, bah là il compose, vous voyez, donc il compose ses requêtes. Like, point d'interrogation, and score est inférieur point d'interrogation. Donc normalement c'est correct. Bon, donc je vous laisse regarder, mais l'essentiel c'est que vous avez un peu en fait toutes les méthodes qu'il faut. Alors maintenant je vais basculer, pour basculer vers une base de données MySQL, je vais démarrer exemple. Alors j'ai MySQL. Okay. Alors j'ai démarré MySQL.
Alors ici, donc, je vais d'abord changer le pilote JDBC. Alors, il faut changer dans votre fichier POM XML. Alors, au lieu d'utiliser H2 Database, ok, on va la mettre en commentaire. Un bloc de commentaires. Donc, maintenant, je ne veux plus utiliser H2 Database. Ok. À la place, je vais ajouter la dépendance MySQL. MySQL Connector. C'est ça la dépendance de MySQL. Alors, si vous changez maintenant ici, il faut mettre à jour les dépendances. Alors, Maven Reload Project. Alors ça, c'est comme ça, il met à jour les dépendances. Et après, dans le fichier Application Properties, il faut changer ça. Donc, ce n'est plus H2, n'est-ce pas? Alors ici, donc, vous allez utiliser GDBC, MySQL, localhost. Alors, MySQL se trouve en 33.06, / le nom de la base de données, on va l'appeler par exemple DBP. Cette base de données, si vous voulez qu'il la crée lui-même, vous lui ajoutez create database if not exist. Create if not exist. If not exist. Égal à quoi? Égal à tout. Donc, c'est-à-dire vous demandez au pilote GDBC si cette base de données n'existe pas, tu la crées. Sinon, il faut créer la base et vous lui laissez créer le schéma relationnel. Et après, vous utilisez Spring Username, Spring Data Source Username, Spring Data Source Username, c'est root, Spring Data Source Password, une chaîne vide. Alors ça, on n'a plus besoin, on la met en commentaire. Et après, le port, donc je garde. Non, ça c'est Tomcat, attention, il ne faut pas faire la différence. Ça c'est MySQL et ça c'est Tomcat. Et quoi d'autre? On va lui demander de créer la base de données. Donc on va utiliser c'est quelle propriété? Comment ça s'appelle déjà? Propriété c'est Hibernate HBM DDL Auto. Donc, Spring, GPA, Hibernate, DTL Auto. Ici, vous mettez soit Update ou bien Create. Donc, ici, Update, à chaque fois, il va ajouter des enregistrements. Ici, au lieu de MySQL5 Dialect, donc je peux utiliser Maria DB Dialect. Il faut faire attention, si c'est mal écrit, il ne va pas accepter. Alors, je réexécute l'application et vous voyez donc que je viens de basculer de H2 vers MySQL. Alors, si j'ai bien tapé tout ça, je pense DB ici avec majuscule. DB, je ne suis pas sûr. Oui. Regardez, il vous dit quoi? Il vous dit que MariaDB Dialect. Voilà. Donc, c'est DB, je pense, DB majuscule. Alors, il y a quelque chose encore qui cloche, c'est la base de données unknown. Donc, Hadim, on n'a pas écrit, on a mal écrit ça. Create, regardez.
exists, oui. If not, exists. Alors, c'est toujours la même chose. DDL, il ne peut pas créer la table. La base de données n'existe pas parce qu'on a mal écrit head. Je doutais de ça. Alors, vous cherchez create. Alors, MySQL, create database, if not, exist. Alors, j'ai mal tapé, donc je vais lui dire Spring Boot. Data source URL. Alors, create database if not exist. Alors, create database if not exist. Oui. Merci. Voilà. Alors, donc, il a inséré les données, il n'y a pas de souci. On va regarder notre base de données. MySQL, ici admin, phpMyAdmin. Alors, j'ai la base de données DBP. J'ai la table patient. Et j'ai bien mes données ici. Alors, sauf que cette fois-ci, à chaque fois que vous allez démarrer, il va insérer de nouvelles données parce que vous avez update, n'est-ce pas? Alors qu'avec H2, non, parce que H2 c'est in memory. Chaque fois que vous redémarrez, il perd les anciennes données. Oui? C'est toute étape. Donc update, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ajoutez maintenant une nouvelle classe entité GPA, il va l'ajouter dans la base de données. Si vous mettez create, ça veut dire qu'il fait drop. Voilà. Non, attendez, il faut pas maintenant, s'il vous plaît. Il faut pas confondre ça. Ça n'a rien. Ça, c'est juste quoi? C'est juste vous demandez le pilote GDBC va te connecter à cette base de données. Mais parce que si la base de données n'est pas créée, il ne peut pas établir la connexion. Donc ça n'a rien à voir avec Hibernate. C'est juste créer database. C'est comme si vous lui demandez de faire quoi? C'est comme si vous lui demandez d'aller ici, database, et vous créez une base de données. OK? Nouvelle base de données. Alors, nouvelle base de données. Que je veux appeler par exemple patient. Allez, Manif. Donc j'ai créé la base de données. Alors maintenant, si la base de données existe déjà, vous dites patient, alors là, vous n'avez plus besoin de faire. Mais par contre, les tables, c'est ça ce qui va jouer. Si vous mettez update, ça veut dire que si les tables n'existent pas, elle va les créer. Si vous mettez create, vous voyez donc il a créé les tables. Si vous redémarrez une deuxième fois, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va encore insérer des données. Donc c'est-à-dire, si vous regardez le contenu de la base de données, je pense qu'il y a une erreur, exception. Vous voyez ici, donc, il vous dit parce que vous lui dites, alors vous lui dites find by, et vous lui dites cherche-moi au démarrage un patient dont ID égale à 1. Or,
ce patient-là, à la fin, vous l'avez déjà supprimé. C'est normal, si vous exécutez la prochaine fois, il va vous dire ça n'existe pas. Alors ici, donc, je vais ignorer ça. OK? Je ne vais pas le supprimer. Je reviens à l'application et je vais lui demander de faire create. Et comme ça, je vais l'obliger à écraser la base de données. Alors maintenant, si vous regardez bien dans le SQL, ici, au démarrage, regardez. Au démarrage, il fait drop table if exist. C'est-à-dire, de toute façon, chaque démarrage, il va écraser la base de données. Mais si vous mettez update, il ne va pas faire ça. Donc, il commence directement par... Donc, ici, vous allez insert, 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 parce que la table est déjà créée. Donc, ici, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de create database parce que c'est déjà créé. Mais par contre, si vous regardez les données de votre base de données, donc ici, patient, ici, là, vous allez trouver, vous avez de 1 jusqu'à combien? Alors, si vous faites all, vous allez vers le nombre de lignes ici, vous voyez, donc jusqu'à 200. Pourquoi? Parce que chaque exécution, elle va encore insérer 100. Si c'est update, parce qu'il n'écrase pas les données. Oui? Est-ce qu'on va faire la configuration dans deux façons? Par exemple, XML ou... Non, Spring Data m'approche XML. Donc si vous travaillez avec Spring Boot, regardez, avec Spring Boot, c'est ce qui est bien, c'est que le seul fichier de configuration, c'est application.profile. Il n'y a plus de XML. Non. XML, si vous ne travaillez pas avec Spring Boot. Supposons que vous faites une application Java GPA Hibernate sans Spring. Donc là, vous serez obligé d'utiliser le persistence.xml. Mais si vous travaillez avec Spring Boot, vous voyez, vous n'avez plus besoin de créer persistence.xml. Et tout ce que vous allez faire dans persistence.xml, vous le faites dans le fichier application.properties. C'est beaucoup mieux, parce qu'on suppose que les fichiers application properties, c'est beaucoup plus lisible que les fichiers .xml. Donc c'est pour cela qu'avec Spring Boot, il fait ce qu'on appelle l'autoconfiguration. Il vous facilite beaucoup le travail. Est-ce que c'est clair? Alors vous pouvez comprendre maintenant qu'il y a de l'inversion de contrôle. C'est grâce à Spring, n'est-ce pas? Parce qu'il y a de l'injection des dépendances. Et vous faites... Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait du mapping objet relationnel. Alors, donc, vous faites du mapping objet relationnel. Donc, nous avons montré comment utiliser l'API JDBC. Ça, c'est quelqu'un qui fait du Java, il doit faire du JDBC. Après, nous avons vu comment travailler avec GPA, notamment, avec les interfaces Entity Manager. Donc, si vous utilisez Entity Manager, bah, vous serez obligé d'écrire ce genre de code, Entity Manager.persist, create query, etc. Et après, la troisième partie, donc, nous avons montré comment utiliser Spring Data. Avec Spring Data, vous voyez donc ce que vous faites. Vous créez une interface générique. Et après, donc, c'est Spring Data qui va utiliser GPA. Et GPA, bien sûr, quelle implémentation qu'on utilise? Hibernate. Hibernate, lui, qu'est-ce qu'il utilise? C'est